Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Petite aparté avant de commencer l'épisode, on voulait juste vraiment mettre l'emphase sur quelque chose qui nous apparaît très important. Dans cet épisode, on va parler peut-être d'une manière un peu détachée, un peu froide de certains éléments. On va expliquer aussi beaucoup de choses. Et on voulait vraiment mettre l'emphase sur le fait que expliquer quelque chose n'est pas le soutenir. C'est pas parce qu'on va dire que tel État fait telle chose que forcément on est d'accord. Rationaliser, expliquer n'est pas soutenir et ça nous apparaît, je pense, vraiment important de le dire au début. Donc voilà, c'est tout. On prend pas plus de votre temps, on y va tout de suite pour l'épisode. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des bières et débats. Et cette semaine, je suis comme d'habitude en compagnie de Pidou. Et moi, je suis Astro. Et aujourd'hui, un épisode fun, un épisode qui vous mettra de bonne humeur puisqu'on va parler de guerre au Moyen-Orient, de guerre nucléaire. Et on est déjà démonétisé. Mais qu'est-ce qu'on va rigoler? Non, on va faire un petit tour de l'actualité internationale parce que la semaine dernière a été, comme diraient les journalistes, une semaine haute en tension. Très chargé. On dit toujours cette phrase et à chaque fois on la dit mal, mais c'est de dire que il y a des semaines où des décennies se déroulent et des décennies où il ne se passe rien du tout, un truc comme ça genre. Mais en gros, il s'est passé beaucoup de choses. Te fous pas de ma gueule, ok? Il dit, on le dit très très mal, mais voilà quelle est la phrase. Le gars se rétame, mais alors incroyablement. Démerdez-vous avec ça. Mais voilà, parce qu'on va parler de deux sujets. On va parler notamment de l'Ukraine et particulièrement surtout du potentiel, enfin du changement de doctrine nucléaire annoncé de l'utilisation d'armes nucléaires annoncé par Vladimir Poutine, mais aussi des perspectives de paix, puisque ces changements de doctrine peuvent être aussi interprétés comme un premier pas vers la paix et que on est peut-être dans la phase finale du conflit, en tout cas dans la phase du début des négociations. C'est le endgame. Oui, il faudra commencer parce qu'il faudra commencer à négocier un jour ou l'autre. On va faire les portails et tout. Et après, on va aussi parler un peu de l'actualité qui se passe au Moyen-Orient, particulièrement d'Israël, le Liban, Gaza, Yémen, et c'est déjà pas mal. Et on va faire tenir tout ça en à peu près 1 heure. Mais avant toute chose, on a des petites bières parce qu'on s'appelle Des bières et débats. Moi, je bois une bière blonde sans alcool parce que j'ai pas envie de boire de l'alcool et qu'elles sont très bonnes. Et sans alcool, la fête est plus folle. Exactement. De la marque sans alcool. Voilà. Donc voilà, je la connais, elle est très sympa. Et honnêtement, québécoise, hein. Si vous aimez le goût des bières, Montréal, ça a le même goût sans alcool. Alors la seule notion, c'est que effectivement, t'en bois pas 4, t'en bois une et c'est déjà très bien. Ouais. Et toi, la modération a bien meilleur goût. Ta de gueule. mon côté, Avec tes slogans. de mon côté, par contre, ouais, j'aime beaucoup. Mais par contre, buvez avec modération, Voilà. c'est pas un truc qu'on peut pas voir. J'aime beaucoup moi les slogans qu'ils font à chaque fois. Alors moi par contre on est sur une Boréal épisode, donc ceux qui connaissent la marque Boréal, ils font justement un petit peu ces éditions limitées des fois l'été ou des choses comme ça, et on est sur la Diamant Brut IPA. Donc moi je savais pas trop ce que c'était, je vous avoue, mais je suis un grand fan de IPA parce que je suis un hipster. Non, pas du tout. Alors ils décrivent un petit peu que le Diamant Brut est une IPA aussi sèche et pétillante qu'un champagne, mais houblonnée et aussi généreuse que New England IPA. Donc c'est génial, ça va un peu avoir un côté un peu peut-être un peu plus amer, peut-être un petit peu plus doux parce que c'est un doux amer. Vous ajustez vos écouteurs, mettez-vous tranquille devant votre canapé ou derrière votre ordi pour bosser et on est parti. Est-ce qu'on part d'abord sur l'Ukraine du coup? Oui. Alors, donc vous n'êtes pas peut-être sans savoir, vous avez peut-être vu passer ça, que Vladimir Poutine Elle est très bonne. a décidé de... Elle est incroyable. Pardon. Non, désolé. Elle est vraiment incroyable. Je recommande 100%. Bravo. Il s'est centré pour me Voilà. virer. Allez, ferme. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il a changé la doctrine nucléaire, c'est-à-dire qu'avant, c'était J'adore. que il ne pouvait et il ne souhaitait utiliser l'arme nucléaire que lorsque l'État était en grand danger, enfin en danger d'effondrement, de menaces imminentes. Autrement dit, dans l'imaginaire collectif, ça ressemblait un peu à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont envahi, tu vois, et que là, ils pourraient très bien l'utiliser dans ce cadre-là, même si c'est plus pour être centré vis-à-vis des Américains. Cette doctrine-là. Il faut savoir que tous les pays qui ont l'arme nucléaire, ils ont une doctrine, donc c'est-à-dire dans quelles conditions ils vont l'utiliser. Et là, il a décidé de la modifier pour dire que s'il y a une attaque massive de la part d'un pays soutenu
par un autre pays qui lui-même a l'arme nucléaire, on voit à qui ça s'adresse, sans le dire, il se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire. Et les attaques massives, ça comprend les avions, les missiles, passer la frontière, etc. Reste à définir ce que c'est massif en tant que tel. Mais donc voilà. Donc ça, c'est le... Et définir qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire aussi. Il l'a dit, arme nucléaire, y compris tactique. Exactement. Donc, parce qu'il y a deux grands types, à peu près, on n'est pas des experts en armement, mais il y a deux grands types d'armes nucléaires assez faciles. Un, l'arme nucléaire thermonucléaire, donc ça c'est le truc de destruction absolue, c'est-à-dire c'est une petite bombe nucléaire qui est elle-même allumée par une autre bombe nucléaire. En gros, les physiciens dans les commentaires vont me démonter, mais en gros c'est ça, c'est une bombe nucléaire qu'on allume une autre et qui fait une réaction en chaîne et qui fait un truc, mais genre c'est des explosions qu'on n'a pas connues. Si vous voyez les explosions des atolls par exemple dans le Pacifique, c'est ça les bombes thermonucléaires. La Tsar Bomba, c'était une bombe H. On parle de bombe à hydrogène, là, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Et je crois que la Tsar Bomba, qui est la plus grosse détonation qu'on a eue jusqu'à présent, Qui sert à rien. qui aurait d'ailleurs désaxé, alors légèrement, la Terre. Oui, on a perdu, mais je crois, genre 3 secondes par an. C'est De Gaulle qui disait ça. Ça sert à quoi d'en avoir qui peuvent exploser la Terre 5 fois? Il suffit d'une fois, c'est fini, quoi. Non, bien sûr, mais comme, tu sais, quand on est dans une guerre froide où on montre un petit peu les muscles, d'avoir celle qui a pété le plus fort. Oui, sûrement. Voilà. Et c'est comme Michel qui veut montrer qu'il pisse plus loin que son collègue, voilà. C'est un peu ça. Et donc ça légitimise surtout le fait que Poutine se réserve le droit maintenant de l'utiliser ou non vis-à-vis de l'Ukraine, chose qui jusqu'à maintenant paraissait assez hautement improbable, parce que la menace nucléaire était surtout mise vis-à-vis de nous, enfin des Occidentaux, si on voulait rentrer dans le conflit, mais l'Ukraine n'était pas à proprement visée dans le sens que dans le droit international et la logique, et quel aveu de faiblesse surtout de la part de la Russie d'utiliser une arme de destruction massive contre un pays qui n'en a pas, parce que ça fait 2 ans que tu es dans une guerre et que tu commences à te... Enfin, c'est un aveu de je me prends une branlée en fait actuellement, tu vois. Même les Américains en Afghanistan ou en Irak ou des choses comme ça. Même quand ils se sont pris 2 avions dans une tour, ils n'ont pas pesé l'idée d'utiliser. Bon, il y avait des voix évidemment au Congrès des Républicains toujours frappés, comme il y en a en Israël. C'était pas le message présidentiel. Oui, voilà, comme il y en a en Israël qui veulent l'utiliser actuellement. C'est souvent même des mecs qui sont répudiés par leur propre parti. Voilà, exactement. Ils sont pas du tout mis de l'avant. Donc ça, c'est la première news. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'a surpris? Dernier point aussi de contexte, c'est que c'est venu dans le fait que l'Europe, enfin surtout l'Occident, se tâte à laisser utiliser des missiles à longue portée à l'Ukraine et donc de frapper en profondeur, donc 300 km et plus, le territoire russe, notamment pour les avions, de faire... En gros, ce qu'ils font, c'est que vous avez les avions alignés dans des hangars et ils font exploser les hangars avec des missiles ou avec des drones pour faire exploser les avions et comme ça, vous pouvez plus décoller. Voilà. C'est un peu le propre de la guerre, c'est-à-dire non pas viser... Parce que bon, oui, la guerre fait des morts civiles, mais l'intérêt de tout... En fait, l'intérêt de larguer une bombe qui te coûte des milliers de dollars, c'est d'abord de neutraliser les capacités militaires de l'autre. Jamais les civils, parce que ça ne rapporte rien de tuer des civils. Et ça, c'est un petit peu malheureusement ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les civils ne sont pas du tout... Tu gagnes pas de l'XP en tuant des civils dans la vraie vie. En réalité, tu perds énormément d'argent. L'intérêt de frapper des civils n'est que s'il y a la cible militaire derrière. Et certains l'acceptent plus que d'autres. Après, chacun a son truc. Et moralement, bien évidemment, ça c'est une autre question. Là, on parle vraiment en termes de stratégie militaire pure et simple. Moi, je t'avoue que vous pouvez revoir notre ancien podcast d'ailleurs là-dessus, qui est sorti il y a 2 ans, un petit peu avant. J'ai jamais omis l'idée de la frappe nucléaire, même tactique, de la part de la Russie, parce que dans mes cours de relations internationales, au bac même, était déjà exprimée cette doctrine au sein même du gouvernement russe, de l'usage de ces armes tactiques. Alors on était beaucoup plus sur le conflit en Syrie à l'époque, où ça avait été discuté. Mais donc l'idée est que vous avez une petite charge nucléaire dans un missile qui vient être déployée sur le champ de bataille. Donc on n'est pas sur, on va pas bomber Kiev, on en est à bomber par exemple la partie, mettons Kharkiv par exemple, ou des choses comme ça, des zones qui seront très intenses en termes de combat, afin de neutraliser totalement cet espace. Quel est l'intérêt d'une arme nucléaire tactique vis-à-vis d'un missile conventionnel? Par exemple, vous prenez une bombe à 500 kg, elle peut faire beaucoup plus de dégâts structurels
immédiat que ou un Perce bunker par exemple, et on en parlera plus tard, peut faire beaucoup plus de dégâts précis qu'une bombe nucléaire qui est très vaste. L'intérêt de la bombe nucléaire, il est double, il est l'effet waouh. Le premier, c'est waouh, ok, là il déconne pas, et c'est tout l'intérêt de la dissuasion militaire nucléaire. Le deuxième intérêt est aussi comment on appelle ça, j'allais dire la purification, la neutralisation totale de cet espace, c'est-à-dire que cet espace, au-delà de devenir détruit, devient irradié, et donc vous avez une incapacité de maintenir un combat pendant longtemps là-dedans. Donc vous pouvez avoir des moves stratégiques avec ça. Malgré sa théorisation, cette doctrine n'a jamais été mise en pratique pour l'instant. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je voyais à l'usage peut-être un petit peu plus tôt que maintenant dans la guerre, en Ukraine, notamment pour marquer, une fois que le conflit se stabilisait, du moment où les Russes ont compris qu'ils ne prendraient pas Kiev, de telle manière à marquer la ligne de démarcation pour prendre ce qu'ils pouvaient prendre. C'est-à-dire prendre le Donetsk et le Donbass et dire, bon bah voilà, vous déconnez avec nous, maintenant la prochaine elle est sur Kiev. Mais moi, je pense pas qu'il peut l'utiliser à propos. Enfin, je pense que c'est une menace qui marche très bien auprès des Occidentaux parce que nous, on en a très peur en Occident par rapport à la population russe, à l'échelle de la population. Les Russes sont beaucoup plus préparés à l'idée de s'en servir parce que déjà, ils en parlent aussi dans les médias. C'est le truc commun de la propagande russe, la Finlande d'ailleurs. aussi, par exemple, ils sont très, très à l'idée de ça, etc. Mais il y a quand même des éléments où, moi, je me dis... Même tactique, c'est très dangereux. Dernier aspect sur la peur, avant de partir sur la tactique, il y avait une étude très intéressante. Faudrait que j'arrive avec des sources qu'on pourrait mettre en commentaire parce que je me souviens de cours, tu sais, qu'on a eu, mais le problème c'est que tu n'as plus tes notes de cours avec toi, tu n'as plus tes trucs comme ça, qui mentionnaient d'où vient la peur du nucléaire du peuple européen, qui n'a pas vécu d'explosion nucléaire sur son sol. Parce que même les tests ont été faits en Algérie pour la France, par exemple, ou dans le Pacifique. Mais d'où vient cette peur finalement? Et en fait, ils avaient compris que la peur des gens était sur le fait qu'on leur avait dit toute leur vie, donc notamment nos parents, qu'en fait, si les Russes et les Américains s'envoyaient des bombes, ce serait en Europe que ça se passerait. Et que donc finalement, ils seraient le théâtre de cette guerre une fois de plus, de deux puissances qui n'ont qui n'en subiraient pas les conséquences. Et c'est très intéressant. C'est plus le cas. On mourra quand même, mais ils vont s'atteindre tous les deux. Ils ont assez de capacité pour s'atteindre tous les deux. C'est ça, et en sans plus, passer par l'Europe. Encore une fois, dans la doctrine militaire, même si demain tu veux bomber vraiment la France, par exemple, tu vas pas bomber le 16e arrondissement de Paris, pas du tout, parce que ça a aucun intérêt stratégique de mettre une bombe nucléaire en plein milieu de Paris. Oui, d'ailleurs. L'intérêt, c'est de viser les silos ennemis en fait, ou ces défenses antimissiles. Mais il n'y a aucun intérêt à détruire des villes ou détruire des champs ou des choses comme ça parce que ça dépend lesquels. Un champ de ruines, par exemple. Paris, c'est pour le pouvoir politique. Mais pour neutraliser le pouvoir politique. C'est comme Washington aux États-Unis. Voilà. Mais c'est pas la population qu'on veut buter. Mais moi, je pense que c'est. On veut couper la tête de l'hydre. En fait, c'est tout. Là où c'est intéressant quand même, c'est que l'idée le principe de la déclaration, et je vais pas souvent lui donner raison, mais pour le coup, il a raison. La peur entre guillemets de Vladimir Poutine, l'idée de dire que le conflit change réellement de nature le jour où on donne accès aux missiles longue portée, il a pas tort, parce que les missiles longue portée, ça reste quand même des éléments où il faut les satellites en temps réel. C'est-à-dire que soit les Ukrainiens vont avoir accès à des infrastructures militaires très poussées américaines ou européennes, soit c'est activement des militaires américains qui vont participer à ça. Donc, de considérer que l'OTAN est partie déjà on pourrait déjà poser la question, est-ce que l'OTAN n'est pas de manière active membre de ce conflit-là, tu vois, avec tout l'armement qu'on donne, etc., et puis même la formation de pilotes, etc. Mais là, ça serait vraiment l'OTAN qui participerait à frapper directement des cibles en Russie. Après, la légitimité de est-ce qu'on a le droit de le faire, c'est pas ça que je parle, je dis juste dans les faits, à la fin de la journée, tu vois, on participerait à ça. Donc de remettre sur le devant de la scène pour le coup la menace nucléaire, c'est tout ce qui lui reste en fait, en vrai de vrai. Parce que quand bien même les détracteurs et tous les bots russes sur internet, la Russie, militairement parlant, n'est pas une si grande puissance que ça. Parce qu'il n'y a pas un soldat déployé actuellement, européen ou américain, en Ukraine. Ils mettent, j'ai pas les ratios,
Mais cet été, ils ont perdu 60 000 hommes, par exemple. Bah là, ils ont refait une campagne de 150 000 soldats. Poutine ne veut pas faire une nouvelle vague de... Comment ça s'appelle De recrutement. Pas de recrutement, d'imposition. Il Ok, veut oui. recruter les gens. Oui, Il veut parce que les qu'il gens en y a- aillent librement. Il en a chopé 150 000 en leur faisant des cadeaux, C'est ça, mais en leur oui, donnant mais masse d'argent. Là, ils ont énormément d'argent, etc. Mais même maintenant, ils veulent plus y aller. Même l'argent ne suffit plus Mhm. parce qu'on sait très bien, enfin, ils savent C'est un très bien bouche- que c'est c'est une boucherie, quoi. c'est un bourbier. Donc, il ne lui reste que ça pour tenter d'imposer. Et le truc, c'est que ça fonctionne. Parce que Biden, il réfléchit à 2 fois. Parce que là, pour le coup, ça serait commencer à mettre les pieds dans un engrenage quand même assez. C'est pas juste, on peut se dédouaner du truc. pour de Bah ouais, vrai. bien sûr. Déjà, quand il y a eu les satellites SpaceX là, qui ont Ouais. été utilisés Ouais, ouais, notamment ouais. par Au le début. renseignement Dès le ukrainien. début, ouais. Là déjà, mais SpaceX ça reste une entreprise privée, donc on a pu soi-disant. Ouais, mais dans le droit international, ça reste quand même une puissance. Oui, c'est américaine. américain, mais Ouais, ouais. tu sais, ils ont pu trouver un truc de polichinelle. Un truc d'eau, c'est que l'OTAN a déjà été impliquée avec la Russie, dans le sens que avec le Vietnam, l'Indochine pour la France, la Corée, ok, l'OTAN est peut-être un petit peu, voilà. C'était pas l'OTAN officiellement, c'était des nations de l'OTAN. Oui, mais encore aujourd'hui, La c'est Corée pas du Sud- l'OTAN la Corée, qui par fait. exemple, l'Afghanistan aussi. Oui, mais c'est les pays en leur titre qui font leur. Bah, qui font la L'Afghanistan, contribution. c'est une très bon Voilà. exemple. L'Afghanistan 1980, naissance de Al-Qaïda par la suite. Très bon documentaire sur Netflix sur le World Trade Center. Ouais, le point de chute. Ou Ouais, comment il je sais plus s'appelle. comment ça s'appelle, le point de bascule, et ça vous retrace toute l'histoire de la guerre d'Afghanistan, qui est assez bien fait. Les Américains et mais ils se sont rentrés dedans. Le mieux reste quand même les Russes. La guerre du Vietnam, Voilà. c'est une guerre qu'on a énormément oubliée. Je vous renvoie vers une très bonne vidéo le jour où les États-Unis ont frappé, que j'ai faite le jour où les États-Unis ont frappé l'URSS, où vraiment Nixon s'est dit on va utiliser l'arme nucléaire, les gars. Ah ouais. Mais vraiment, les Américains, ils se sont dit, et c'est son conseiller qu'aujourd'hui on fait passer pour un paria parce que bon, il a dû prendre des décisions très très border au Cambodge et absolument horribles, dont son nom m'échappe actuellement, mais qui lui a dit, frérot, peut-être pas calme, non? Mais pour moi, Poutine n'est plus crédible. Alors, je dis pas qu'il n'est pas capable, hein, parce que c'est sûr que, entre guillemets, la décision lui appartient, même si je pense que, un petit peu comme dans la guerre froide, peut y avoir des gens qui désobéissent à la fin. Mais là où Poutine, pour Il moi, n'a pas désobéi, c'est une fake news. non, mais il peut y en avoir Il n'a pas beaucoup. rapporté, c'est pas pareil. Peut y en avoir beaucoup qui, sur la chaîne de commandement, Oui, n'obéissent pas, plus Oui. précisément. Tu sais, les exercices militaires de l'OTAN qui sont pris pour une vraie attaque ou des choses comme ça, tu vois. Il y a pas mal de moments où on est passé à. bah, le gars, tout simplement, 3 qui fois. détecte un truc et qui se dit, bah, c'est un missile nucléaire qui nous arrive Voilà. dessus, et qui dit, non, ça peut pas être ça. Il y en aurait pas un, il y en aurait 5000 sûrement. Et il avait raison, il y en avait pas. C'était un ghost, enfin un fantôme, un truc fantôme. Donc je pense que tu vois, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent déconner. Mais il n'empêche que, mettons, on est dans une idée que Poutine, il est déter, le gars. Le problème, c'est que je pense que tout le monde, et ça c'est peut-être un petit peu la deuxième partie de la discussion, pour moi, tout le monde, je sais, on en a parlé un petit peu en off, je sais que tu es étonné du manque de réaction de la part de la population globale, même occidentale, vis-à-vis de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment que je pense qu'on s'est habitué. Pour moi, vraiment, je vis avec cette peur, entre guillemets, depuis le début de la guerre. Parce qu'il a dit, voilà, j'ai le bouton nucléaire. Je pense que ça faisait 15 jours que Non, le même pas. vendredi, je m'en souviens très bien. Parce que c'était un mercredi et qu'il a lancé l'offensive. Et le vendredi, il y a une photo de lui qui est en train de marcher, je sais plus où, avec un missile, un gros missile nucléaire derrière. Et il y a le gars de la mallette, et genre c'était une photo qu'il a publiée volontairement à ce moment-là. Donc déjà le message de C'était dire... la photo de propagande Ouais. officielle. Et pareil, le samedi ou le dimanche où il fait ça, un truc comme ça, non, la semaine d'après, le week-end d'après, il dit quiconque interférera dans le ciel de Kiev sera considéré comme co-belligérant. Donc à ce moment-là, il était vraiment en mode, il a déjà mis la carte sur table de ça va y aller, et conflit nucléaire si vous intervenez. Tu sais, il avait fait par. C'est la même rhétorique qui nous sort actuellement avec les missiles longue portée. Mais ça a marché pour le ciel. Mais c'est Personne n'a Oui, voulu bien sûr. abattre les missiles. Et même encore aujourd'hui, la Roumanie ne veut pas abattre les missiles qui passent dans son propre ciel. Alors que là, tu pourrais dire quand même s'ils font un carré comme ça, là, tu sais, ils font un. Ouais, il fait un truc comme détour. ça, ils font un détour pour aller, ils visent absolument pas la Roumanie, même s'il y a des petits débris qui tombent, parce que les frontières, bah, c'est pas
Bah, il y en avait un qui Non, avait mais les atterri en frontières, Pologne. c'est pas carré, quoi, tu sais, Ouais, genre, ouais. voilà. Ils veulent pas le faire, tu vois, ils sont en mode c'est pas nous on le faire. Alors que là, pour le coup, dans tout le droit international te dit oui, sachant que la Russie Bien a sûr. quand même abattu un avion qui passait dans leur ciel en Ouais. Ukraine, là. Notamment. Donc, bon. Mais donc c'est ça, tu vois, je pense qu'il y a un petit peu l'effet Pierre et le loup. Tu vois, vraiment, bon, oui, tu veux l'utiliser, mais pourquoi tu l'utiliserais maintenant alors que ça fait 2 ans que tu l'as pas utilisé? Les gens, ils vont pas s'arrêter au fait de dire ah oui, mais il y a tel niveau d'implication, ceci, cela. Vraiment, sur un côté binaire, il l'a pas utilisé jusqu'à présent. S'il l'utilise, ça confirme quelque chose qu'il a dit il y a 2 ans. Mais le fait que ce ne soit pas arrivé, finalement, le décrédibilise un petit peu plus chaque jour. Notamment quand il se prend, et oui, on peut dire c'est mitigé parce qu'il a quand même une grosse partie de ce qu'il voulait à la base comme territoire, il en a encore quand même la plus grosse partie. Hein. S'il veut arrêter la guerre aujourd'hui, il n'a pas perdu la guerre. Mais d'un autre côté, ce n'est pas du tout le rouleau compresseur qui nous était vendu. Il y a eu l'incursion ukrainienne en Russie, qui était vue comme impossible, etc. Et l'idée même d'escalade et de guerre mondiale qu'on nous avait vendue si jamais il y avait la moindre intervention de la part du bloc occidental ne s'est pas produite. Bah, je pense qu'il a été très très surpris à quel point entre guillemets les Occidentaux tiennent ensemble, à quel point finalement on se divise pas tant que ça sur ces questions-là, même si ça se divise quand même, mais ça dans l'ensemble. Pas au point de changer la décision finale. C'est ça, ouais. Et malgré tout, je pense qu'il a été, parce qu'on oublie trop, et c'est dommage qu'on n'a pas un ami en commun pour nous parler de ça, mais la Russie est un pays extrêmement corrompu, qu'on a souvent oublié ça, qu'il a été étonné, je pense lui-même, de la corruption de sa propre armée. C'est-à-dire que les mecs, enfin, ça se voit, là c'est X, c'est le seul moment où X c'est un peu intéressant, c'est quand tu vois ce que les mecs ils ont quand ils arrivent sur place, avec leur truc de placo qui est censé leur servir de gilet pare-balles. Les mecs doivent se rendre, quand il y a eu la grande... Quand tu dis les mecs, tu parles des soldats. Des soldats russes qui sont recrutés, ils doivent eux-mêmes aller acheter leur kit de premiers soins et venir avec. Genre, je sais pas si on se rend compte, les Américains, quand ils se déploient par exemple en Afghanistan, ils ont une tente, c'est McDo, zéro van. Ils ont vraiment des Big Mac comme à la maison. Donc, voilà, les mecs sont au milieu du désert, ils ont la clim, ils ont McDo. Les autres, ils doivent aller acheter leur petit kit avant d'y aller. C'est, en termes de puissance militaire et de l'argent que tu as à mettre, c'est quand même assez fou. Et pareil, ça, c'est un truc que je ne sais pas pourquoi on n'en a pas entendu parler dans les médias. Ça m'a très étonné. La Russie, elle veut encore jouer en mode on a énormément comment on dit, d'armement, faites gaffe et tout. Ils ont présenté le Sarat, je sais pas comment on dit, leur missile longue portée qui est capable soi-disant de faire 18 000 km. Les hypersoniques ? Ouais, un bordel le truc. Et vraiment. qui sont censés résister aussi aux antimissiles. Oui, c'est ça, qui Aux sont bases sol techniquement, air. ils pourraient passer par exemple le Mur du son. pas le mur du son, le dôme de fer d'Israël par exemple. Ah oui, oui, Ce ok. missile-là, Oui, il passerait bah, c'est ça. comme dans du beurre. Donc Poutine a fait une allocution à la télé. Il est arrivé, il a dit les gars. Ça fait longtemps qu'ils le vendent. Il a dit en ce machin, 2018, les gars, attention. Alors en 2018, il a annoncé les Kinjal et le Sarat machin. C'est ça. Il a dit le Kinjal, maintenant il marche. Le Sarat, il va marcher dans pas longtemps. Il l'a représenté, je crois, en 2021 ou 2022. Là, ils l'ont fait en test réel pour la première fois. Le truc a implosé au départ. Un trou de 60 km sur la base de départ. Comment on l'a su ? Quoi ? On l'a su parce que les images satellites. Et si vous ne le savez pas, sachez que les États-Unis sont capables de voir n'importe quel Ils peuvent départ. voir l'heure de votre montre. Non, mais ils peuvent voir n'importe quel départ de missile. Ah oui, mais Parce qu'ils ont un satellite dans l'espace c'est ça. qui leur permet le moindre truc de chaleur. Ils sont capables de le voir. Et ça dégage de la chaleur, un truc comme ça. Hein. Pendant la révolution irlandaise, ils étaient capables de voir l'heure sur la montre des bases qu'ils étaient en train de surveiller. Oui, on nous vend les caméras où on voit rien, mais ça c'est... Bah, ce qu'on vous envoie à la télé, évidemment, c'est pas les informations comme. Non, mais c'est pas donc- mais comme c'est impressionnant le niveau de détail qu'il peut y avoir. À ce Et niveau-là. donc moi je trouve que c'est malhonnête parce que d'une part il y a les médias occidentaux qui n'en ont pas parlé de cet essai raté pour continuer à vendre la Russie comme quand même quelque chose de très important et je pense c'est la menace. ouais voilà de la menace parce que je pense que ça fait vendre, ça fait du clic, ça fait tout ce que tu Bah, ça veux. fait peur. Et la peur, ça fait vendre. Et en même temps la Russie bien sûr qu'ils l'ont pas fait. Et d'ailleurs les fameux Kinjal, le système Patriot le démembre. Hein. Vraiment ils le démembrent. Donc le système Patriot, c'est le système antimissile.
je crois sur une vingtaine de Kijal qui sont envoyés, il y en a 18 qui sont explosés, quoi. Donc vraiment, leur missile, qui est censé être un très bon missile, voilà. Et tout ce qu'ils ont en termes d'armement militaire tient la route, mais tient surtout au rouleau compresseur humain, quoi. Et là, la démographie, elle puait de la gueule avant le conflit. Là, elle va encore plus puer de la gueule après. Et malgré tout, pour moi, l'arme nucléaire, ils peuvent difficilement l'utiliser, même tactique, parce que il y a un truc de... Déjà, tu passes un step mental. Comme tu disais, c'est l'effet wow. Ouais. Et là, pour l'Inde, et surtout pour la Chine, ça va être très très difficile de se tenir avec eux. Et la Chine aujourd'hui, elle commence, ça pareil, dans un petit article d'RFI, j'ai vu passer ça. La Chine, elle a commencé à mettre une note officielle en disant: les gars, faites attention parce que là, on a trop de roubles en fait. On est trop engrainé dans l'économie. Et ouais. On est trop engrainé dans l'économie. Alors c'est génial, hein, on vend vachement, on achète nos hydrocarbures vraiment pas chers, etc. Mais le problème, c'est que le yuan, je crois, je confonds souvent les yens, yuan, c'est la monnaie chinoise, commence à être dévalué à l'international sévèrement. Le rouble, ça vaut rien du tout. Bah oui. Alors, on arrive des fois à le refiler aux gens du Moyen-Orient, mais en fait, le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est l'Iran, le seul allié qu'ils ont, parce que la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ces trucs-là, c'est mort, ils y vont avec le pétrole et donc ils y vont avec le. Travailler avec l'Arabie Saoudite, c'est les Américains, donc c'est le dollar, globalement. Et donc, en fait, la Chine, eux, ils commencent à se dire, déjà à l'interne, on est trop embriqué dans cette histoire. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de mettre un holà. Et si l'autre utilise l'arme nucléaire, mais alors là, c'est indéfendable pour la Chine. La Chine, ils ont une seule ligne rouge en politique internationale. N'utilisez pas d'armes de destruction massive. Voilà, parce qu'eux, ils ont connu ça sur leur territoire. Enfin, même s'ils étaient au Japon, je sais très bien que c'est au Japon, mais ils ont un voisin complètement taré qui peut l'utiliser aussi à tout instant. Ils n'ont pas envie... Ils l'ont pas, les Japonais. Non, mais ils sont... Ah oui, pardon, oui. Les Japonais. Et eux, justement, la Chine est prise entre l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord qui l'ont. Et même, ils sont dans cette optique millénaire, les Chinois. Donc dans 1000 ans, il faut que la Chine existe. Elle n'existera pas avec un conflit nucléaire. Donc même au niveau des alliés très très proches de lui, moi je vois pas le calcul. Sans compter pour moi l'aveu de faiblesse terminé et l'excuse qu'il faut pour les Américains et les Anglais de rentrer dans le conflit. Et c'est là où je te dis qu'il faut vraiment parier sur vraiment le défaut des chaînes de commandement. Parce que moi, comme je dis vraiment, je pense qu'on est sur un Pierre et le loup, puis on passera sûrement à l'autre région du monde après parce que le temps file. Mais le seul contexte dans lequel je le vois être utilisé, tout ça. Alors bien évidemment, tout ça, on en parle de manière très détachée, très froide, mais c'est évidemment parce que on parle vraiment de manière pragmatique de ces choses-là et de manière vraiment froide dans le sens stratégie militaire, voilà, etc. On ne parle pas des vies humaines, on ne parle pas des vies brisées, et c'est un petit peu le propre de l'analyse que vous pouvez faire de tout conflit ou de toute situation politique, qu'elle soit nationale ou internationale. Vous devez vous détacher du pathos, parce que sinon, si vous êtes embriqué dans une morale, vous brisez en fait des possibilités, non pas créatives, mais de réalisme et de mécanismes de fonctionnement de systèmes politiques que les autres n'ont pas, sociétaux. Exact. Que Poutine, il n'a pas de pathos quand il réfléchit. Ou alors il a son propre système, et comme votre culture va impacter votre pathos, ne projetez pas vos pensées, votre psychologie, toutes ces choses-là sur mais même quelqu'un de votre propre pays qui n'a pas votre propre vision. C'est ça que sert l'université. Exactement. Ça t'apprend juste ça. Ça t'apprend à essayer de te détacher par rapport à ça. Et donc, pour devenir objectif, il faut vraiment s'enlever cet aspect-là. Donc c'est très dur. Hein. D'ailleurs, on le dit souvent hein, sur notamment la politique française et tout. Je pense qu'on est beaucoup moins objectif et on arrive à arrondir les ongles sur plein de trucs. Oui. Parce qu'on a nous-mêmes nos propres faiblesses. Sur la politique internationale, un peu moins, parce que je pense qu'on en est déjà plus détaché. C'est là devient notre formation. Aussi, on est particulièrement formé là-dedans. Donc non, mais oui. Mais donc pour finir, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, c'est Au début, ça me paraissait plus crédible. Avec le recul, tu vois, même au traitement de l'histoire, je me serais dit, effectivement, pour figer le front et dire maintenant, le premier qui bouge, c'est sur lui. C'est vrai que ça marcherait. Donc, Et quand tu vois l'état de Mariupol, tu comprends que c'est pas du tout l'effet de destruction qui peut choquer du nucléaire, parce que Mariupol n'est qu'un tas de cendres.
Non, mais Boutcha, moi, m'a traumatisé. voilà. Au niveau, voilà, on Exactement. parle de trucs personnels. Je n'arrive pas à réfléchir sur Boutcha, par exemple, parce que les mecs qui passent sur le vélo, qui se prennent une balle dans la nuque, je sais pas, ça Voilà. me terrifie à un degré. Donc J'ai t'as lu pas des besoin témoignages et tout, c'est horrible. Enfin, oui, effectivement, T'as pour pas besoin faire de nucléaire l'horreur pour de faire la guerre, l'horreur. Voilà. juste regarder un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale ou même sur la Première Guerre mondiale. Et puis, Voilà. Donc t'as pas besoin du nucléaire pour faire beaucoup de morts, pour faire beaucoup de destruction, pour faire beaucoup de trucs. C'est que l'effet waouh. Et moi, ma c'est le persuasion, message ouais, que t'envoies. c'est ça. Ma persuasion, c'est que le seul moment où ça pourrait être utilisé par Poutine, c'est quand il sera complètement acculé. Et c'est aussi la raison pour laquelle Ça je pense n'arrivera que ça n'arrivera pas. Je pense pas que les États-Unis, parce que les États-Unis sont quand même. Je pense qu'ils ont eu des menaces sérieuses, les États-Unis, de la part de la Russie. Ils sont obligés de les prendre pour de vrai. Parce qu'ils se rencontrent de temps en temps, en tout cas, pas les présidents, mais les chefs des services de renseignement. Bon, au moins la semaine dernière à l'ONU. Ils se sont rencontrés, puis on le sait qu'il y a des canaux ouverts. Ils sont obligés d'avoir des canaux, ne serait-ce que pour pas se rentrer dedans, dans tous les cas. On le sait, puis même au pire par l'intermédiaire de la Chine. Voilà. Donc, enfin bref, on le sait qu'ils arrivent à se parler. Moi, je ne pense pas qu'ils laisseront la Russie être acculée. Parce que ça fait quand même l'affaire des Américains, toute cette histoire. Ah bah ça leur vide tout leur stock d'armes dépassées, ça leur finance leur nouveau, leur je veux dire, là, modernisation. ils peuvent déployer en plus leur armement grandeur nature, et c'est Ouais. horrible à dire, mais tu sais qu'il marche que lorsqu'il est déployé. Ah bah c'est parfait Le pour système eux. Patriot, aujourd'hui, tout le monde en veut. Donc voilà. Notamment les pays africains. Et oui, mais tu te dis en plus que, par exemple, la Russie aujourd'hui galère. Alors, il y a déjà les F-16 sur le terrain, mais il faut savoir qu'il y a les F-35 qui existent, les F-36, les F-37 qui existent, et il y a la nouvelle génération qui arrive et qui, elle, mais c'est lunaire, quoi. La Russie a soi-disant la même, mais ils l'ont pas encore déployée grandeur nature. La France aussi, justement, ils ont annoncé avec l'Allemagne un partenariat au niveau de l'aviation aussi. Au niveau des Mirages et des Rafales. Ouais. Mais tu te dis, en fait, c'est que les États-Unis, il y a quand même un truc, tu veux pas être en guerre contre eux, quoi. Non mais c'est ça. Et transition toute trouvée, 2 éléments. Pourquoi moi je pense pas que personne ne laissera acculer Poutine non plus et lui donnera toujours la sensation quand même de gagner. C'est que si il l'utilise, par exemple, va falloir être très très serein pour se dire que Israël va pas l'utiliser dans les 25 secondes qui suivent au Liban. Parce qu'Israël, déjà, l'impunité qu'ils ont me termine chaque jour supplémentaire qui se passe. C'est incroyable. On vient de finir un sommet de l'ONU. Vraiment, genre. Non, mais Mélanie Nations Joly, Unies, on est, ministre du Canada qui a pas grand-chose à perdre à faire des déclarations de Incroyable, dingue et voir ouais. ce qui se passe. Dit, on reconnaîtra la Palestine quand le moment sera venu. C'est fantastique. Le moment, il est pas venu, peut-être, là, de reconnaître un pays. Ça va. Je veux dire, c'est pas comme c'était critique. Non, mais je veux dire, c'est le Canada, tu vois, que la France, les États-Unis, ils osent pas se mouiller parce que si ça se fait pas, ils passent pour des cons. Bien sûr. Qu'ils ont leurs propres intérêts, les États-Unis. Il faut voir les super PAC américains, de juifs américains qui donnent de l'argent aux républicains et aux démocrates, qui font que c'est très compliqué pour eux de dire quelque chose. Tout un contexte, tu vois. Et puis l'histoire diplomatique La France du pays, aussi, qu'on le veuille Voilà. ou non, avec allié séculaire de Israël. Voilà, mais en même temps, une énorme population, je parle à l'échelle qui est quand même d'origine maghrébine, ou en tout cas d'origine musulmane, qui est aujourd'hui une petite population non négligeable. Donc ne pas reconnaître, c'est se mettre ces gens-là à dos. Mais en avec même un temps, passé. on a participé à des voilà. choses pas ouf, donc est-ce De que ça serait pas collaboration. donné Donc, tu vois, l'Allemagne, pareil, l'Allemagne, Bon, voilà. qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Donc, tu sais, il y a plein, mais tu vois, pareil, eux, avec les Turcs, par exemple, leur Voilà. immigration turque, et en même temps, leur passé Et qu'on reconnaît. Alors que les Turcs sont très différents des Palestiniens, il n'y a rien à voir. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, comme c'est des musulmans, t'as quand même une sensibilité plus grande. Comme nous, on aura une sensibilité plus grande vis-à-vis des chrétiens, tu vois, globalement. Bah, tu sais que il y a une c'est énorme normal. population chrétienne en Palestine. Mais quand Oui. je te dis énorme, Bah, c'est le berceau. on est vraiment. Bah, toute cette région-là du monde est le berceau de la chrétienté. Ouais, donc, ouais, mais en termes de population qui. oui, au ratio, parce mais qu'ils c'est sont que 2 millions dans voilà. l'absolu. Mais c'est pas du tout. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris. J'aime pas beaucoup les. Alors, la plupart du temps, c'est des filles, mais c'est. J'appelle ça les activistes Instagram. Tu sais, qui Ouais. mettent que des stories, puis qui font rien du tout, s'expriment même pas. Enfin, je considère que ce qu'on fait, c'est aussi de l'activisme de différentes causes. On s'exprime et on essaye de D'informer à la pousser, rigueur. d'informer. On est impliqué dans des partis politiques plus ou moins, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Moi, je n'aime pas les gens qui juste publient des stories. Mais ça a Ouais, les gens certains qui mettent intérêts. Le carré noir pour dire Black Lives Matter, je me dis, Voilà. oh, frérot, fais autre chose. Et en même temps, on l'a tous fait au moment de Je suis Charlie. Mais en même temps, on avait 15 ans. Tu vois, il y a 10 ans qui Oui. ont passé et moi, j'ai changé Mais depuis.
il y a quand même la sensibilité aussi qui joue, qu'on disait que t'es pas objectif à ce moment-là. Non, c'est ça. Parce que je suis Charlie, on n'est pas objectif, parce que ça nous touche à un degré beaucoup plus grand que d'autres, je pense. Et 10 ans après, on n'est plus forcément Charlie, et puis ça se débat, etc. À ce moment-là, tout le monde devait mettre cette story. Bref, autre truc. Mais intérêt de ces activistes Instagram, c'est c'est la curiosité. Tu vérifies leurs sources, toi, des fois? Alors, pas forcément leurs sources, parce que en fait, si je clique au Ouais. niveau du référencement, ça monte. Mais par contre, derrière, je vais aller, entre guillemets, faire mon petit Ouais. fact-checking. Si ça m'a... Faire tes propres recherches. Voilà. Parce Faites que vos toi, recherches. Tu sais les faire, donc c'est pas pareil. Voilà. Mais, non, mais même des fois, c'est juste un petit Ouais. truc Google. Là. Ça va très vite. Tu vois, après, tu peux aller plus en détail, mais comme... Tu sais, je voyais justement la part de chrétiens en Palestine, etc. Puis j'étais en mode... Tu sais, ça m'est pas venu à l'esprit, parce que dans ma tête, Palestine égale musulman. Et donc, je me disais, c'est le conflit, voilà, et musulmans, juifs, etc. Et en fait, pas du tout. Et le target qui est depuis, mais c'est pas juste 7 octobre et au-delà, ça remonte à bien avant. En fait, il est pas du tout que contre les musulmans. C'est vraiment les chrétiens en ont pris plein la gueule. Les tout chrétiens, autant. dans certains endroits, notamment en Syrie, c'est double. Les tarif. chrétiens d'Orient, c'est pas. En fait, je crois que c'est C'est la population la plus Parmi les la plus martyrisée. oui, oui. Mais donc voilà, donc comment Netanyahou ne l'utiliserait pas au Liban, puisqu'il considère de long, large et en travers que son... Pardon. Je finis juste sur la le point. parenthèse à l'identification à une population martyrisée Oui, est souvent la raison pour laquelle on se sent concerné dans un oui, conflit. bien sûr. Et moi, je fais mon mea culpa comme tout le monde, que c'est vrai que les Ukrainiens, ça me touche plus que les Palestiniens parce que c'est l'Europe. Ça paraît Oui. bête. Et c'est super froid de dire ça parce que c'est vrai que chaque vie humaine se compte et j'y crois fondamentalement. Mais à la fin, c'est vrai que votre voisin, s'il se fait tuer, vous allez beaucoup plus être préoccupé pour votre sécurité, pour votre émotion, que le gars qui habite à 500 km. C'est naturel. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis informé sur ce conflit et que j'ai appris qu'il y avait des chrétiens, etc., et tu sais, les musulmans, c'est pas moins des hommes que Non. des chrétiens. C'est stupide de dire ça. Mais c'est bien de poser un visage. Et ça, j'en reviens à ce que je disais tantôt. À être trop objectif, des fois, dans une analyse, on en oublie une part d'humanité. On en oublie une part de... Mais c'est quand même terrible, tu vois. Moi, c'est Et ça met un mur. Moi, ça m'aide. Mais des fois, de ne pas avoir le mur, ça permet aussi d'avoir le côté révolte. D'avoir le côté où on dit, mais oui, c'est vrai que ceux qui font les kékés dans la rue, ils n'aident pas le conflit. Mais au final, je finis par comprendre parce qu'eux, ils ont passé cette étape de la révolte à laquelle, moi, l'université m'a appris à construire un mur. Et il m'a fallu une identification à ce conflit pour franchir cette barrière. Et donc, vous parlez de ça maintenant de manière objective, parce que j'essaie de mettre mes lunettes d'analyste, mais de pour autant ne pas minimiser ma part de révolte intime, qui est la raison pour laquelle on a mis 1 an à vous faire ce podcast, parce qu'on a essayé de Ouais. peser un Même, petit peu ce qu'on dit. Parce que moi, c'est les enfants, par exemple. Dès que je vois des images d'enfants dans des conflits, ça me retourne l'estomac et généralement, je me dis qu'il n'y a pas une raison Alors que moi, c'est la Pour raison pour laquelle j'ai mis bombarder. le mur, tu vois. pour Parce que bombarder les enfants, ça me révolte tellement que Oui, il mais me voilà. faut ce mur. C'est ça, mais moi, peux dès pas qu'il y a des m'identifier à enfants, cause et des souvent enfants. Gaza, c'est une population très, 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 très jeune. Je crois que c'est 60 ou truc qui a moins de 18 ans. C'est énorme, hein, le 45%, enfin, c'est monstrueux. Et donc, c'est assez difficile, je trouve, de raisonner normal, enfin, pas normalement, mais de raisonner d'une manière bien, quoi. Et non, donc, pour revenir à notre Pardon, sujet, oui, tu vois, désolé. moi, je me dis, tu vois, c'est la porte ouverte après à l'utilisation, effectivement, comme des régimes comme ça, parce que il y a une impunité totale aujourd'hui sur Israël que moi, je ne m'explique pas. À aucun moment, je m'explique. Tu vois, il y a des trucs où on peut discuter. Que dans les premières semaines, passé le 7 octobre, Le droit de se défendre. le droit de se défendre, ça tient la route et tout. Je suis en mode, bon, les États-Unis ils ont déclenché une guerre de 20 ans. Ouais, c'est ça. La France, elle a ravagé une grande partie de l'Afrique aussi pour cette même raison-là derrière. C'est un peu le propre de tous les pays en Occident. La problématique, elle est plus large, mais on ne pourra pas l'imputer qu'à Israël. C'était plus ça mon point. Donc Il y a une culture en relations internationales de la part de pays dominants voilà, d'aller D'imposer sa démarrer force. les gens Voilà. qui ont fait du terrorisme dans leur pays. qui, à chaque fois, était un échec. Hein. On en parle. Enfin, Le seul où ça a marché, c'est la Géorgie, mais c'est parce qu'il a réduit à néant la moitié du ouais, truc. Voilà.
Bah, Donc, et C'est là où on il a parle de barrière surtout morale de tout à l'heure. Il a avalé aussi les trois Voilà. quarts des Tchétchènes et il les a mis dans sa propre armée aussi. Mais c'est là où la barrière morale dont on vous parlait tantôt, elle est particulièrement importante. Pourquoi les États-Unis sont pas allés all-in ou la France n'est pas allée all-in ou quoi que ce soit? C'est parce que politiquement, au bout d'un moment, tu as des barrières, tu as des frontières, Oui. tu as des choses que tu ne peux plus avancer. Mais tu c'est ne peux pas, pareil voilà. pour Poutine. À mon avis, je verrais mal quand même la majorité des Russes soutenir une attaque nucléaire, par exemple. Non, mais est-ce que sur, ça le destituerait? Non, mais ça pourrait être commencer à se dire, ah, peut-être qu'il déraille là. Est-ce Peut-être que qu'on est le peut-être fait... trop embrigadé dans ce truc-là. Un truc qui était une opération spéciale, ça quand même devient sacrément spécial là. Très spécial là. Mais t'as pour dire que... Mais regarde Netanyahou, pardon, je suis Oui. désolé, j'arrête pas de te couper, mais Bah, Netanyahou, c'est une discussion. politiquement, n'est plus soutenu. Je veux dire, là, pour le coup, on est plus ou moins dans une démocratie. Enfin, non, dans une démocratie. Mhm. Oui, on peut dire qu'on est dans une démocratie. On a des journalistes, pas en Palestine, mais en Israël. Et quand même, on voit que la population est plus du tout en faveur du conflit. Et les familles d'otages encore moins. Bah, tu vois, pour revenir à ce que je disais justement sur le truc de on aurait pu discuter dans les 2 mois qu'on suivit, sauf que là, on est quand même rendu à 45 000 morts, et surtout, un objectif pas du tout atteint, 285 otages, je crois, une soixantaine de récupérés, 40 qui sont morts dans les bombardements, donc explique-moi l'intérêt de bombarder aveuglément, et 45 000 morts, t'arriveras pas à me faire avaler que c'était nécessaire. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas eu les rounds de négociations. Là où les négociations en Ukraine ont été gelées par la Russie pendant longtemps, il y a eu multiples rounds de négociations menées Mais qui avec sont l'Égypte, gelés menées avec... aujourd'hui, par Israël. Oui, mais ils se sont rendus à la table. Et pour autant, ils n'ont rien fait. Et Biden, pour autant, est allé publiquement dire que Israël, là, c'était abusif de ne pas accepter certaines Conditions. Hein. certaines conditions du Hamas. On ne sait pas ce que c'est ces conditions. On ne le saura jamais sûrement. Mais pour que le président des États-Unis, démocrate, vienne dire publiquement que le Premier ministre Israélien. Premier ministre. Premier Il y a un ministre israélien, président et un C'est premier ça, ouais. ministre. C'est comme en Allemagne. mais pas grand-chose, le président. n'accepte pas ce genre de conditions qui étaient raisonnables. Je crois que c'était le mot, c'était raisonnable. Ok, mais là, on n'était pas... il n'allait pas lâcher Israël, mais on est à un moment où plusieurs fois, la négociation, on sait qui Ouais. les a fait échouer. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'explique pas cette impunité vis-à-vis de Gaza. Parce que tu vois, l'impunité vis-à-vis du Liban, j'arrive un peu à l'expliquer aujourd'hui. Du Hezbollah Je suis pas... Non, de Israël qui décide de bombarder Beyrouth. Parce que le fait que... Ça fait grandement l'affaire des États-Unis, finalement. Le démembrement du Hezbollah de aujourd'hui tout l'Occident même, hein. va faire grandement l'affaire des États-Unis et peut-être même un peu de la Turquie aussi. Parce que Et malgré la Syrie tout... aussi. La Syrie, ça dépend. Ça... Ils sont encore empêtrés dans leur conflit interne. Hein. Oui, mais c'est des soldats du Hezbollah qui les ont beaucoup aidés, notamment et qui a beaucoup soutenu Bachar al-Assad. Mhm. Et justement, son mutisme est assez affolant. C'est incroyable. Qui- Hein. C'est comme s'il n'existait plus, lui, hein, d'ailleurs. Parce que oui, c'est fou. Il ne dit rien sur rien et je suis très étonné. Je l'ai pas écouté d'ailleurs à l'ONU. Je pense même pas que c'est lui qui y a été. Je pense pas que c'est lui qui a été parce qu'il reste encore un paria sur la scène internationale parce que il a utilisé des armes de destruction massive sur son peuple. Donc, Sur sa propre population quand même. à Hein. partir de là, c'est quand même compliqué à aller à la tribune des droits de l'homme et de dire oui. Oui. Bonjour. Il a pas signé le pacte générationnel de l'ONU là, lui. Mais donc moi, je ne m'explique pas. Et tu vois, justement, je pense que dans les grands calculs internationaux, on essaye de ne pas justement franchir des lignes. On essaie de pas donner l'exemple, tu vois. Et malgré tout, ce que fait par exemple aujourd'hui Israël, des gens comme Xi Jinping, et lui, il va se dire la limite, elle est très très large là pour Taïwan aujourd'hui, par exemple. Parce que ce que fait vraiment Netanyahou, moi je suis aberré qu'il n'y en ait pas un qui dise les gars, stop là. Vraiment, pas juste Alors, cesser le feu. Techniquement, ils Juste- disent tout stop. Hein. Non, mais à mon avis, à l'arrière, ils le disent. Parce que pour eux, c'est pas viable politiquement, ils le savent aussi. C'est juste qu'ils veulent pas passer pour des cons. Je pense. C'est vraiment, si on dit quelque chose, ça part dans le vide, on passera pour des cons. Et on va nous le rappeler sans cesse. Mais vraiment, je me dis, là, il faut tirer une ligne. Il faut dire, par exemple, sur Gaza, c'est inexplicable. Tu vois? Parce que, malheureusement, le Liban, ils ont atteint des objectifs qui font l'affaire des grands dirigeants. Comme je disais, le fait d'avoir tué le chef du Hezbollah, quand même, ça fait 20 ans Mais- qu'il est là, le gars. Ouais. Ils l'ont eu. Mais ça ne peut être que... Pardon, ça peut être que entre les lignes. Ça ne peut pas être...
on peut pas accepter, et moi je le vois dans les médias, sur ces news ou quoi que ce soit, c'est vraiment les médias qui sont pro-Israël à fond, etc. Tous les médias sortent exactement ton discours. Je dis pas du tout que tu tournes pour eux, mais dans le sens que ils sont en mode oui, mais finalement le Hezbollah est un groupe terroriste comme un autre, et finalement ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, et voilà. Non, je dis pas ça. Je dis juste que personne veut le faire. Quand il y en a un qui le fait, tu vas pas lui dire, tu vas pas trop lui taper dessus. Mais je pense que quand même, tu lui mets un couteau dans le dos, on s'en fout. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à en fait, pas plus qu'à 2 reprises, mais l'État d'Israël actuellement est coupable, ou en tout cas le sera, ou est suspecté, tout ce que tu veux, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et tu peux pas être un pays comme, mettons, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour ne citer que ceux qui sont au Conseil de sécurité, et dire que tu restes allié à ce pays, malgré ça, mais par contre qu'en Russie, c'est inacceptable. D'autant plus que, oui, ils ont été techniquement très bons pour pouvoir éliminer le chef du Hezbollah. Ok. Néanmoins, il y a eu énormément de morts civiles. Et de toutes les conventions internationales que tu trouveras, tu touches à un cheveu d'un civil, et c'est la guerre. C'est une déclaration de guerre officielle entre 2 nations. Bah, par exemple, les beepers, c'est une forme de terrorisme. Et c'était terrible. Alors, au niveau de le nombre de médecins qui ont été victimes de ça, le nombre de gens dans la rue. Mais c'est que moi, je pense... C'est incroyable. Ce qu'ils laissent faire, je pense, c'est la seule raison que je comprends. Mais c'est vraiment juste, pas vis-à-vis de Gaza, mais c'est le goal ultime, je pense, c'est le démembrement des gardiens de la révolution de l'Iran. Ah oui. Le but ultime, c'est ça. Parce que les États-Unis, je pense, et ça, c'est un truc qu'on n'entend pas souvent, ou en tout cas, c'est les gens qui ont un peu la culture des États-Unis. Je pense sincèrement que les États-Unis, c'est un peu comme les Russes ou comme les Chinois. Il n'y a rien que tu leur fais que tu vas pas payer. Et en 1977... C'est le propre d'une grande nation. Je crois que c'était en 1977. On a un peu oublié en France. Quand il y a eu la prise des otages de l'ambassade à Téhéran, et qu'ils ont justement dû faire extrader les gens, et que justement, il y a un très bon film Argo sur ça, réalisé par Ben Affleck, où c'est des Canadiens qui sont allés les chercher. Ils ont fait passer les Américains pour des Canadiens en faisant genre ouais, on va faire un Star Wars-like, genre et tout. C'est hyper impressionnant comment ils ont réussi à les extrader de l'ambassade. Mais ça a été un fiasco total. Et, fun fact, les négociations ont été volontairement ralenties par la CIA, parce que la CIA était favorable à Ronald Reagan, et que lorsque Ronald Reagan a gagné les élections, comme par hasard, en février, ça s'est réglé. Le président est investi le 20 janvier. Donc, tu te dis, bon, il y avait des calculs de fou et tout. Mais, ce que je veux dire, c'est que l'histoire du Shah, là, qui sont obligés d'extrader, donc le leader de l'Iran, le fait que les États-Unis passent pour des débiles, c'est comme un peu ce qu'a fait les talibans avec l'Afghanistan. Sauf que les États-Unis ne sont pas tout seuls responsables de ce fiasco. En Iran, ils étaient tout seuls responsables de ce fiasco-là. Et je pense que, d'ailleurs, quand il y a eu le World Trade Center, il y a un mec qui est arrivé sur le bureau de Dick Cheney, il a dit, voilà, j'ai un plan, ça va durer 8 ans. Chaque 1 an et demi à peu près, on va aller frapper un pays. On va démembrer 6 pays, et le dernier, c'est l'Iran. Parce qu'on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Donc ils ont voulu commencer par l'Afghanistan. Pas très bien marché. Mais c'est pour ça qu'après, ils sont allés en Irak. Et qu'ils ont fait plusieurs pays, mais ils n'ont pas réussi. Et moi, je pense que ils sont en train de laisser faire Israël parce que... Le sale boulot. Exactement, parce que la mort du président, on peut douter aujourd'hui raisonnablement dans l'hélicoptère que c'est un accident. La mort du leader du Hamas. On parle de l'Iran. Oui, du président iranien. La mort du leader du Hamas aussi, qui était dans un quartier ultra sécurisé. Et il faut savoir qu'ils l'ont tué dans une pièce. Ils ont visé le salon. Ils n'ont pas visé l'immeuble. Ah, mais ils sont capables. Hein. Ils ont visé le gars. La technologie aujourd'hui peut vous permettre de faire de la précision. Dans un quartier ultra sécurisé où les leaders les gardiens de la Révolution vont aussi. C'est-à-dire que là, le message aujourd'hui envoyé, pareil, le leader du Hezbollah, ils l'ont tué vraiment dans sa pièce, quoi. Et tu te dis, donc, raison de plus pour Gaza, c'est des crimes de guerre, parce que ça veut dire qu'ils ont la capacité quand même de frapper les gens qui veulent quand ils veulent, ce qui est horrible dans l'absolu qu'un État ait cette possibilité-là. Mais d'un autre côté, voilà. Ah, c'est vraiment la question de te dire, est-ce qu'il vaut mieux tuer une personne en étant une capacité d'arriver dans le salon? Est-ce que c'est mieux que de détruire un quartier entier pour avoir une personne? Mais dans tous les cas, on tue des gens, mais il y a un moment, la guerre, c'est la guerre. Et donc, je pense ce paradigme-là, il est important à prendre en tête. Le pari qu'ils sont en train de faire, c'est de se dire, Israël va pouvoir décapiter l'Iran
sans toucher à l'Iran. Mmh. Parce que les leaders ne bougent pas, ils se chient dessus, et je pense qu'ils se chient dessus à juste titre, parce que je pense que vraiment, s'ils veulent, ils peuvent les tuer. Enfin, ils pourraient techniquement bien y sûr. arriver. La France, son rêve absolu de plus avoir le problème du programme du nucléaire. Enfin, il y a et surtout le nucléaire aussi, que les Iraniens, ils sont quand même c'est un peu comme la Corée du Nord, quoi. C'est une wildcard où alors, eux, ils peuvent l'utiliser. Oui, mais il reste quand même beaucoup plus bons joueurs que la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'ils se Oui. soumettent au contrôle régulier de l'ONU. Alors, est-ce qu'ils mentent ou quoi que ce soit? Est-ce qu'ils coupent il- les caméras, peut-être? Il n'empêche qu'ils ouvrent leurs portes. Oui. On Il y a a un doute. dialogue. Bah, le président Voilà. iranien est venu à l'ONU dire on est prêt à négocier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas un État voyou comme la Corée du Nord. Oui. La Corée du Nord est un État voyou. Et Bah, c'est le là plan où... de la Corée du Nord, c'est vraiment les bombarder jusqu'à Ouais. qu'ils arrêtent. Si jamais ils déraillent trop. Il n'y a pas de plan de négociation. Mais c'est la différence entre la réelle politique et le droit international. Et là, il est cristallisé. C'est-à-dire que je pense on arrive à alors, tu me diras, tout le monde peut avoir dit ça à plein de périodes différentes de l'histoire. Mais je pense qu'on arrive à un virage, un changement de dogme, un changement de paradigme où, pendant longtemps, on s'est dit, il y a la Seconde Guerre mondiale comme référence. Il y a la guerre froide. Mais aujourd'hui, on a vraiment les règles qu'on a établies en 1952 versus à quel point c'est abrupt. La technologie aussi. Et nous, on s'en rend compte en tant qu'occidentaux, alors que ce qu'on a appelé le tiers-monde pendant longtemps le subit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a jamais arrêté vraiment pour eux. Et je pense que Sarajevo, par exemple, était peut-être un wake-up call qu'on aurait dû prendre au début des années 2000. Mais on l'a pas pris. Mais on n'en parle pas. Non. Par exemple, quand on dit la guerre est revenue sur le territoire européen, moi, le premier temps que je me suis dit, mais vous avez oublié la C'était guerre. il y a 10 ans, les gars. Enfin, un peu Sarajevo. plus. Ouais, c'est Vous ça. avez oublié les enfants dans les orphelinats exécutés, vous avez oublié les soldats, les gens traumatisés, Exactement. les soldats de l'OTAN déployés, on a déployé l'OTAN. Enfin, je sais pas pourquoi cette omerta autour de... Il y a eu de la Yougoslavie, je comprends pas. Et je pense que c'est parce que, comme je disais tantôt, ça vient nous toucher dans notre cœur. Ça vient nous toucher ça vient nous impacter d'un coup. C'est que dans notre vie de tous les jours, là actuellement, la France, on vit moins bien parce que, c'est pas du tout que à cause de ça, mais on a des milliards qu'on sait qui partent à l'Ukraine. Alors encore une fois, je répète ce que j'ai dit plusieurs fois, on n'écrit pas un beau chèque marqué Monsieur Zelensky, on vend des armes à titre gratuit. Non, puis les coûts des Mais matières voilà. premières ont augmenté, le bois et le blé, Voilà. on le sait On aujourd'hui. en subit les et- conséquences. Puis le gaz aussi. Et je pense que c'est ça. On subit les conséquences d'un état perpétuel, de l'effet chaotique des relations internationales, qu'on a essayé de geler avec les Nations Unies, et qu'on a quand même bien réussi à faire. La Seconde Guerre mondiale, la guerre froide n'a pas fait une troisième guerre mondiale. On a réussi à avoir des dialogues entre des puissances qui se haïssaient entre des intérêts économiques majeurs. Et on a eu des conflits pour autant. Alors, tous les 5 ans, on va te dire que l'ONU sert à rien, que l'ONU est dépassée, que l'ONU voilà. Mais ça crée des canaux Mais à la inestimables. fin, et voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour tous les ans, tous les 3 mois, tu as quand même la Russie et l'Ukraine dans la même pièce. Alors les mecs se parlent pas vraiment, mais ils se parlent un peu quand même, tu vois. Et malgré tout, on le sait aujourd'hui, par exemple, pour revenir sur une promesse que je vous avais fait en début de podcast, pourquoi on serait peut-être dans l'arc final de la guerre en Ukraine aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient, par exemple, se repositionne encore plus, notamment l'Arabie Saoudite, en mode, les gars, vous allez négocier, et si vous suivez l'actu de près, vous savez qu'il y a des échanges de prisonniers. Ces échanges de prisonniers, ils n'existent pas... Ça fait tout, les échanges de prisonniers, sachez-le. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un canal de communication qui existe réel, où des mecs s'assoient et se disent, ok, tu vas négocier tel truc. Donc, c'est-à-dire que Il y a les eu le canaux... très fameux US-Russie même. Oui, ou même les États-Unis, ils ont échangé récemment. Enfin, on le sait, et je pense que l'ONU force tous ces gens-là. C'est comme quand vous détestez quelqu'un de votre famille, mais vous le voyez quand même à tous les repas de famille. Bah finalement, le jour où il meurt, ça vous fera un peu de la peine, tu vois, si vous l'aimez juste pas. Il y a un peu le truc de t'es quand même au courant des gens, t'es au courant de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est pour ça. Et aujourd'hui, les canaux, on le sait. Et pareil, ils poussent aujourd'hui l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Alors assez étonnant que l'Arabie Saoudite, avec les droits de l'homme qu'on leur connaît, pousse justement pour avoir Font des des efforts. négociations plus abouties sur justement les territoires. Ils commencent à tâter le terrain, etc. Et tu vois, même Trump, il est en mode la guerre, faut la régler.
Tout le monde est à peu près Ça rejoint. d'accord aujourd'hui pour dire on va régler cette guerre, tu vois. Et le Moyen-Orient, t'as l'impression que personne veut la régler. En tout cas, que Netanyahou, le mec ne veut pas la régler. Et moi, je pense qu'à la fin de la journée, il faudra donner un État à la Palestine, parce qu'au bout d'un moment, il faut leur reconnaître. Mais pour de vrai cette fois. Faudra pardonner. Parce que ça fait depuis oui. 1967 qu'on le Non, dit, non. hein, je crois à peu près. Il faudra pardonner aux Israéliens et il faudra traiter tout le cabinet de guerre en. Faudra faire payer les Israéliens. Oui, pour la reconstruction, mais aussi ne Voilà. pas leur mettre. Payer monétairement, pas. Ne pas remettre aussi sur le dos du peuple le fait d'avoir fait ça. Mais par Ah bah contre. oui, mais comme les Allemands. Les c'est Allemands, ça, leur, mais prendre tous les gens du cabinet de guerre et leur faire un procès international. Non. Ça, c'est mon rêve. moi. mais Qu'ils comme, passent tous, comme aux Russes, hein. Oui, oui, oui. Comme oui. à tout, Les Russes, comme c'est- à tout criminel de guerre. Les Russes, ça sera plus compliqué, je pense. Point d'intérêt. Alors, juste parenthèse, parce qu'il y a un point vraiment que j'aimerais amener. Macron s'est fait questionner sur si jamais Netanyahou vient au JO, qu'est-ce que vous faites? Et il a dit, je le traiterai comme n'importe quel Premier ministre, mais j'aurai une discussion avec lui. Moi, ma question, la France étant signataire et ayant ratifié, il me semble, le traité de Rome. Oui, oui, on est signé, on doit l'arrêter si. Voilà. On devrait donc l'arrêter et l'envoyer à La Haye si jamais il vient en France. Raison, à mon avis, pour laquelle il n'est pas venu au JO, parce qu'à mon avis, ça aurait bien fait son affaire d'avoir une belle image avec tous les athlètes israéliens. Mais après, ça met tout le monde en porte-à-faux aussi. Ah, ça met tout le monde mal. Mais là, t'as une occasion en or de vraiment faire quelque chose. Ah, Et avant que j'arrive sur mon point peut-être final, je sais pas où on en Ouais, est au niveau du je temps, pense on c'est là où moi je blâme le Canada pour pas, encore une fois. Moi, je pense que le Canada mais la s'est France- imposé comme... le Canada, c'est les casques bleus en relations internationales. On se souvient pas d'eux pour beaucoup de choses autres que ça. Et les casques bleus, ils peuvent faire beaucoup. Tu sais, on m'a souvent dit genre, ah mais tu veux qu'ils fassent quoi? Ils chopent les missiles en plein air? Ils ont plein Non, de mais ils sont méthodes. là. Tu as l'imposition de la paix, tu as l'imposition Non, de mais la c'est- paix avec la force, tu as tellement de Non, mais moyens. c'est comme tu deviens intraitable. C'est-à-dire que le jour où tu t'attaques au casque bleu, c'est comme en fait, ça devient non négociable. Tu deviens Voilà. un énorme mauvaise personne, tu vois. C'est comme si c'est tu as un contrôle terminé. fiscal et tu dis non, je veux pas ouvrir mes comptes. Pourquoi tu veux pas ouvrir tes comptes? Non, non, mais c'est ça, le jour où c'est comme Bachar el-Assad. Bachar Voilà. el-Assad je vous conseille des témoignages notamment de casques bleus sur place, a vraiment brûlé vif des casques bleus dans des bus et dans des trucs comme ça. C'est devenu le plus grand. Alors, il est toujours en poste, malheureusement, parce que c'est un pays où on peut pas trop non plus. Enfin, on leur a beaucoup fait la guerre aussi, mais on peut pas trop faire ce qu'on veut. Mais c'est Mhm. c'est terminé. Et la Syrie, ça va leur prendre, je pense, peut-être un siècle avant que ils soient de nouveau sur la scène internationale pour de vrai, tu vois. Donc non, c'est l'image aussi. Et moi, mon rêve, par exemple, ça serait que Jérusalem, on arrête Jérusalem, c'est au Conseil de sécurité. On met le conseil de sécurité à Jérusalem. Non, mais on met des soldats chinois, russes, américains. Le premier qui Ouais, s'attaque ouais. à Jérusalem, il va falloir qu'il réfléchisse à deux fois parce qu'il va pas taper seulement une force internationale, il va taper tous les mecs qui ont la bombe nucléaire. Donc, mais tu vois, par exemple, la France, pour moi, devrait avoir le courage de arrêter Netanyahou s'il venait, parce qu'ils ont l'arme atomique. Et ça Non, sert à ça, totalement. justement, par exemple, des fois, dans les points positifs. Entre pays qui ont l'arme atomique. Parce que tu vas dire, tu vas faire quoi? Tu vas m'attaquer? Frérot, non, j'ai des sous-marins nucléaires, tu vas pas m'attaquer. Donc, stop. Tu vois, au bout d'un moment, t'es baisé, t'es en mode, je peux plus Oui, il faire faut- grand-chose. Il faut que tu aies l'échec et mat. Que le Canada puisse pas le faire, Non, je parce peux que le comprendre. Canada peut le dire sans pouvoir l'imposer. mais ils ont demandé la suspension des armes. Ils ont pas Ah oui. réussi. Ah mais ça c'est génial. La suspension des armes. La livraison des armes. Alors là c'est parfait. C'est-à-dire que tu prends l'enjeu le plus mineur là-dedans. Parce que oui, l'envoi des armes des États-Unis n'aide pas. Alors là, c'est certain. Il n'empêche qu'à la fin, tu règles pas le conflit. Ah oui, non. Tu endigues sans aucun espoir, parce que tu sais à quel... On a mentionné l'intérêt américain de soutenir, etc. Tu endigues sans aucun espoir ton allié. Enfin, ça n'a aucun avenir. Non. Tu poses le point sur la table, tu renverses la table. Tu dis, moi, Canada, qui suis dans la merde au niveau politique intérieur, je vais tout renverser. Je vais arriver et je vais dire, vous savez quoi? Je suis un pays occidental. Et bien maintenant, je change tout le paradigme. Et ça, je condamne. Mais je ne fais pas juste En condamner. plus, là, il pourrait avoir Vraiment, j'y vais et j'y vais à fond. des bols énormes, c'est qu'il serait obligatoirement sous la protection américaine. Mhm. C'est-à-dire que, oui, il n'a pas l'arme nucléaire, mais personne ne va attaquer le Canada. Bien sûr. Parce qu'attaquer le Canada, c'est attaquer les États-Unis, parce qu'il y a l'Alaska de l'autre côté, Mhm. parce qu'il y a le NORAD, parce qu'il y a tout. Donc, en vrai, le risque militaire, vraiment, qui est quand même très vite sur l'eau, c'est est-ce que je me prends pas une énorme baffe en retour? Il est très. Et Justin Trudeau n'a pas d'exposition à ce niveau-là.
Et aujourd'hui, au niveau international, Justin est passé du Playboy. De Canada is back Au loser. à Canada is not very back. Qui parle du Canada aujourd'hui? Et mon dernier point, c'est que je pense que, et peut-être malheureusement, l'intérêt à une paix globale va venir tout d'abord du sacro-saint libéralisme. C'est que... Ce qu'on se disait en début de mois, la Chine voilà. qui commence à en avoir marre économiquement va économiquement. commencer à se trouver des valeurs pour dire, bon, finalement, notre plan en 10 points là, qui voulait rien dire, on va peut-être trouver des moyens de pression un peu plus grands, que l'Iran, ils sont en train de crever sous des sanctions, ils n'en peuvent plus, qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être se dire, les drones Shahed, on va peut-être arrêter de les livrer, ou en tout cas, on va réduire. Que pareil, la Russie démographiquement, etc. Effectivement, que les raisons Ça va s'essouffler en fait. ne tout ça. seront pas... ils ne seront pas... Il n'y a que les États-Unis qui, pour l'instant, s'en sortent bien. Et c'est là où l'ONU aura réussi. C'est-à-dire que quand je parlais du moment du clash entre la réelle politique et le droit international, c'est pour ça qu'en 1952, on a fait tout ça. C'est parce qu'on s'est dit, regardez les gars, ça a servi à personne la Seconde Guerre mondiale. Oui, les États-Unis en termes de relations internationales, mais etc. le coût humain que ça Mais leur le a coût, pris... tout le monde y a perdu. Par contre, venez, on fait en sorte de faire un système où tout le monde échange, où on a trop d'intérêt économique pour se foutre sur la gueule. Pour et se foutre puis, vraiment sur la gueule. voilà. Et puis, on va quand même pouvoir avoir des relations de dominance, mais elles seront économiques. Donc, elles seront beaucoup plus insidieuses et on aura nos moyens et puis ça va moins nous coûter sur la scène politique. Parce que tous les leaders prennent très cher politiquement de tout ça. En ce moment, ouais. Et je pense vraiment que si on a un espoir, et ça me fait chier de demander au dieu libéral de venir imposer sa loi, mais je pense que c'est un phénomène naturel. Le libéralisme aurait déjà vu sa fin à cause de tous ces conflits. Le Vietnam, on dit souvent aujourd'hui, oui, c'est les manifestations. Alors oui, les manifestations, le manque d'hommes aussi, parce que Bien les sûr. gens en avaient marre de voir leurs enfants tirer à la télé pour aller se battre à l'autre bout du monde sans comprendre vraiment pourquoi. Mais c'était le coup. Voilà. Les Américains, d'un moment, la planche à billets, ils étaient en mode on ne peut plus. L'Afghanistan, c'est le coup. Où les Américains, ils ont dit finalement stop. C'est le ratio de ça me rapporte quoi et ça me Exactement. coûte combien. Ça me coûte beaucoup de recherche pour que ça me rapporte. Les talibans vont revenir. Est-ce que c'est réellement mon problème? Et finalement, c'est l'argent qui prend le truc. Alors après, il y a la manière de se retirer, tout ce qu'on veut, etc., les conséquences. Mais l'Afghanistan, le réel Le coût, trou financier c'est était de énorme. dire, bon, c'est je sais plus combien de milliards par an, je crois que c'était un truc comme 60 ou 80 milliards J'avais par 100 an. moi, dans la tête, donc tu vois, Ouais, c'est... c'est ça. Sans compter que ça nous a coûté des hommes, on n'arrive plus à les justifier. Voilà. Donc le coût politique, on pourrait l'enterrer au fur et à mesure avec de la bonne propagande. Mais là, le coût financier, on n'a plus d'intérêt en fait. à le Exactement. faire. Et donc, je suis assez Et c'est là où je pense qu'on optimiste va par avoir rapport à ça, ouais. des voies d'ouverture. Et la dernière question qui se posera à ce moment-là, c'est qui garde quoi du gâteau? C'est à C'est-à-dire, ce moment-là que j'espère que les valeurs morales voilà, vont entrer en compte, notamment Exactement. pour la Palestine, notamment pour le Liban aussi, qu'on fasse une vraie frontière, peut-être avec une zone tampon tenue par l'ONU. Moi, je mettrais l'ONU. les zones démilitarisées. Mais, Des zones mais démilitarisées tenues par l'ONU partout. Et pour l'Ukraine, effectivement, là, pour le coup, les régions assez Ça va être la complexes, question. ça, c'est la grosse question parce qu'on peut Est-ce qu'on remet en question la Crimée? on peut légitimement pas les donner à Poutine parce qu'on peut pas dire ah bah oui, vous pouvez prendre des T'as trucs bien par la fait, force. voilà. Qu'il Mais- va transformer en propagande comme regardez, j'ai atteint l'objectif final. Mais en même temps, faut pas l'être acculé parce qu'on veut pas tous mourir. Mais en même temps, le gel des frontières était quand même la norme. C'est ça. C'était dit, voilà, c'est ça. Et on ne Donc, discute pas. donc non, mais ces points-là, on peut les résoudre. Mm. Mais Mais déjà, il y aura des voies de communication. Mm. Et au final, c'est ça. Un diplomate coûtera toujours moins cher qu'une bombe. Ah non, C'est mais vraiment à ça. dans tous les cas, l'ONU, je trouve que ça produit. En fait, c'est un rôle très ingrat. C'est-à-dire que ça crée tous les canaux de communication possibles. Mm. Ça permet des ouvertures, mais ça n'a aucun bénéfice parce qu'il n'y a jamais rien qui est signé sur la table de l'ONU. Oui, c'est pas eux qui vont en tirer les gloires, mais à la fin, c'est les petites mains de Mais- l'ordre mondial. C'est ça. La Chine et les États-Unis, ils sont obligés de se parler, ils sont obligés de s'asseoir dans une même pièce. Je sais pas si on se rend compte de ça. Que tous les ans, la Russie, elle est quand même obligée d'envoyer. Alors la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle, ou Sergei Lavrov, ils sont obligés d'envoyer des gens parce que sinon, bah, ils sont pas là et c'est tant pis pour eux, pour aller discuter et pour dire bonjour. Voilà, on est là, on discute. Bah, je te déteste, tu me détestes. Voilà. Je sais pas si on se rend compte de la plus grande drame de les guerres, elles ont commencé parce que les gens ne se parlaient pas. Ah, mais
Tout le temps. La Première Guerre mondiale, c'est un mec qui a tiré sur un autre. S'ils étaient obligés de se voir la semaine d'après, crois-moi qu'ils se seraient pas forcément rentrés dedans comme ça. Donc bon, mais donc voilà, donc tout ça pour dire que je suis assez confiant qu'on dit toujours la guerre éclate. Mais la dernière fois, je parlais à mon père, puis il m'a rappelé cette phrase. Il dit oui, mais on oublie aussi souvent qu'un jour la paix va éclater. Totalement. Et c'est vrai que les accords du camp David, la paix a éclaté. Les mecs sont réunis une semaine dans un camp là, et ils sont ressortis avec un truc de paix. Un jour, on va se lever et la news, ça sera. Le seul problème, c'est le nombre de vies qu'il y a avant ça. Ouais. C'est que chaque personne, malheureusement, chaque minute qui passe, tout ça, ça coûte des vies. Peut-être en mot de la fin, vraiment essayer d'avoir cet exercice. Que vous soyez d'un côté du spectre ou de l'autre, moi, je fais un peu ce travail des deux. D'objectifier un petit peu les choses. De comprendre taper la réelle politique sur Internet, essayer de comprendre un petit peu l'aspect vraiment détaché, comme si vous jouiez à Risque, par exemple. Et de comprendre un petit peu que malheureusement, pour la beaucoup de géopolitique, choses... c'est ça. C'est ça. La vraie géopolitique, C'est un grand jeu d'échecs. C'est que les gens n'existent pas, ce sont des nations. Voilà. Et donc, quand tu raisonnes en termes de nation, en fait, tu raisonnes complètement différemment. Mais c'est comme quand tu raisonnes en termes de... Par exemple, voilà, quand un chef d'entreprise raisonne en tant qu'entreprise ou en tant qu'employé, vous raisonnez pas du tout de la même manière. Parce que vous êtes très conscient qu'à la fin, Michel, il faut qu'elle paye ses factures, il faut qu'elle mange. Et évidemment que vous avez envie de sauver son emploi. Mais en même temps, si vous avez plus d'argent dans la caisse, vous n'allez pas être capable de sauver son emploi. C'est un peu la même logique de se dire, je vais raisonner en tant que nation. Et c'est ça qu'on fait dans ce podcast-là. Un chef d'entreprise, il va préférer sacrifier 50 employés que de fermer son usine en mettant 150 à la porte. Et c'est toujours des choix cornéliens la plupart du temps. Et jamais on ne justifiera la guerre ou ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, elle existe et il faut l'expliquer. C'est comme vous êtes médecin et vous dites, je ne vais pas expliquer le cancer parce que ça tue des gens. Frérot, non, ça tue des gens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on prenne à le bras le corps et il faut qu'on l'explique. Et vous avez des médecins qui soignent des enfants malades tous les jours contre le cancer, ils arrivent à s'en détacher, parce que sinon ils se tirent une balle, mais tu deviens fou, mais ils se concentrent sur les vies qu'ils sauvent, etc. Mais il y a la même, en médecine, on a la même, c'est une approche scientifique, quoi. Tu te détaches des gens que tu as. Pareil, les chirurgiens, ils ne veulent pas, il y a plein de chirurgiens qui ne veulent pas rencontrer leurs patients. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que c'est pas pareil quand ils font une opération à cœur ouvert sur un mec avec qui ils ont rigolé que quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils ont moins la main qui tremble généralement quand ils connaissent pas la personne. Donc non, c'est ça. Donc voilà, épisode, on vous l'avait promis, fun, détente, cool. Vraiment cool. Non, mais je pense que c'est important quand même de parler de tout ça et de manière détachée des médias. Puis c'est ça aussi que nous on va apporter, c'est que si on évidemment qu'on va pas, non, évidemment que on voudrait que tout s'arrête, mais ça va pas régler le problème et ça va pas faire avancer le débat justement, de faire de l'activisme à deux balles, de vous dire la guerre c'est pas bien ou non, faudrait qu'ils arrêtent de bombarder, oui. Comprendre va beaucoup plus permettre d'avancer. Oui, effectivement. Donc bon, voilà, c'était Astro et Pidou. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien, informez-vous, ne lisez pas qu'un seul média, lisez-en plusieurs. Lisez des livres aussi. Il y a des livres qui sont très bien vulgarisés. Peut-être qu'un jour on fera une recommandation de livres politiques à lire obligatoirement pour comprendre un peu mieux le monde, soit à lire, soit à écouter, parce que je sais qu'ici il y a des gens qui préfèrent écouter. Donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine, et puis portez-vous bien. Bye.